Il y a dans l'autobiographie, vous verrez la bataille de Moscou, où que dans cette bataille, c'est une anecdote que je vais raconter là. Donc Haïlé Sélassie, à un moment, était encerclé dans la grotte de Maïcho. L'ennemi était partout. Et c'était la dernière bataille qu'il a menée. Et donc, voilà, il a dit, ok, on va mourir. Si l'heure a été choisie par Dieu que je meurs aujourd'hui, je vais mourir. Il a demandé à tous ses généraux de se mettre à cheval, à son peuple de se préparer, et il a sonné la charge. Il est parti en premier. Il est arrivé, il y a une photo qu'on voit qui est très connue d'Haïlé Sélassie, il l'a pied sur une bombe. Et puis un peu avant cette photo, on le voit avec une mitraillette. Donc il est sorti, il a sauté sur son cheval, il est parti au galop. Il est arrivé par terre, a pris la mitraillette et a tiré en l'air tous les avions qui se dirigeaient sur Maïcho. Donc là, un grand nombre d'avions a été détruit. Des bombes ont été envoyées, dont cette image parle. Les bombes se sont enterrées dans le sable et aucune n'a explosé. Et simplement, quand il s'est retourné, il était seul. Parce que le peuple avait eu peur de l'artillerie italienne, de l'aviation italienne, et il s'est retrouvé seul à cette bataille, à vaincre et à pouvoir frayer un passage pour pouvoir partir. Donc une fois qu'il est parti, les nobles se sont regroupés et ont demandé à l'empereur d'aller devant les nations occidentales, donc à la SDN, comme tu as dit, ou la Ligue des Nations, d'aller à cet endroit pour parler au nom du peuple éthiopien, car c'était le seul, en tant qu'empereur, qui pouvait en parler. Il a au début n'a pas voulu au début, tout simplement, il voulait réellement mourir pour son peuple, et c'est à force de conseils, de paroles, de réunions, de discussions qu'Haïlé Sélassie a décidé d'écouter les nobles et est parti. Il est parti aussi dans des conditions incroyables pour un empereur. C'est-à-dire qu'il a été caché dans le wagon de charbon. Qu'on avait construit, une pièce avait été construite, mais pour éviter que le train ou que l'empereur soit arrêté dans le train, on l'a caché dans un wagon de charbon. Donc à l'intérieur, il avait son trône, il avait sa femme, et ils sont partis tous les deux comme ça. Comment dire, la bataille où il s'est retrouvé seul à mitrailler les avions italiens, moi, de mon point de vue, tant que je n'aurais pas vu des sources historiques recoupées et sûres et certaines, je me dirais que ça fait peut-être partie aussi des choses quand on raconte sur une histoire, on enjolive un peu. Pour moi, c'est déjà extraordinaire qu'il était sur le champ de bataille. Il y a peu de monarques, peu d'empereurs, peu de présidents qui le font. Et effectivement, j'ai déjà vu ces photos avec les mitraillettes, c'est marquant. C'est clair. Donc ce passage, de toute façon, il est inscrit dans l'autobiographie. Et comme j'ai fait des annotations sur le texte, ça sera très facile après d'aller dans d'autres journaux et de voir que la même chose est racontée. À essayer de savoir si oui c'est vrai ou si ça peut être aussi un fait légendaire inventé par son armée pour faire peur aussi aux Italiens en face. Voilà, ça paraît peu vraisemblable, mais ce passage est annoté. Mais on nous raconte que l'Éthiopie a été conquis par l'Italie, c'est faux. L'Éthiopie, il y avait Addis Abeba, il y avait quelques grandes villes qui étaient prises, mais par exemple autour d'Addis Abeba, à 15 km d'Addis Abeba, les Italiens ne contrôlaient rien. C'était un homme, donc j'ai parlé tout à l'heure, Ras Ababa Aragaï, qui lui a inventé le travail de sape et le travail de résistance contre un ennemi. Alors que si on regarde dans l'histoire, on verra que même dans la guerre de 14-18, il n'y avait pas ce travail de sape, de sabotage qui était fait contre les forces dominantes ou les forces d'invasion. Donc lui, Ababa Aragaï a commencé par attaquer les convois, faire sauter les ponts, détruire les routes et vraiment faire un travail de sape. Donc même les Italiens n'osaient plus sortir de leur tank pour aller faire pipi, quoi. Parce que plusieurs fois, il leur a été arrivé que le pipi est une chose tout à fait naturelle. Qu'en sortant de leur tank, les Éthiopiens étaient dessus le tank et n'attendaient que de les voir sortir pour s'emparer de l'armement et après le retourner
contre les Italiens. Donc Ras Ababa Aragaï est devenu Ras pour ce fait-là, parce qu'il a tellement sapé le travail des Italiens qu'il leur a empêché la mainmise sur l'Éthiopie, la totalité, et ce qui va permettre aussi à l'empereur de revenir en 1941 et de vaincre les fascistes en si peu de temps, parce que ça s'est passé qu'en 5 jours. Ras Ababa, c'est bien son nom. C'était donc un héros de la résistance éthiopienne à l'envahisseur italien. Ah ouais, c'était le héros national, hein, et il est encore aujourd'hui dans toutes les mémoires des Éthiopiens et célébré comme un héros. Hein. C'est vraiment une personne très importante. Donc son travail a aussi permis à l'empereur d'en faire profiter l'Europe. Donc si on regarde en France tout simplement, on a capitulé en 1940. La résistance n'existait pas. À partir de 1941, la résistance a commencé à structurer. Donc elle s'est structurée comment? Par des gens qui partaient à Londres, qui étaient enseignés par Sa Majesté, parce que Ras Ababa Aragaï non plus n'a pas inventé comme ça de lui-même cette manière de résister. Cette manière de résister lui a été transmise par Haïlé Sélassié quand il est parti en exil, parce qu'Haïlé Sélassié au début voulait mourir au combat. Il voulait pas s'exiler. Donc mourir au combat parce que c'est le devoir d'un empereur. Si le peuple doit mourir, l'empereur doit mourir. Haïlé Sélassié combattait avec ses troupes. Ces 5 années d'interruption qu'il y a eu, les Italiens n'ont pas mis un empereur. Il était en exil, l'empereur. Ils ont mis en place un vice-roi. Donc même eux n'ont pas voulu prendre ce titre d'empereur. Donc l'empereur a gouverné son pays avec 5 années en exil de 1930 à 1974. Radio Mogadiscio, dans ses bulletins d'information, vous attaque violemment et utilise même à votre égard un langage parfois insultant. Sire, que pensez-vous de cette politique? C'est une... Pour la propagande sérieuse, on peut penser beaucoup. Seulement, c'est une propagande pour... ils ont falsifié de fausses mots en disant contre moi-même personnellement et mon peuple et les armées. Pour ça, nous ne sommes pas très inquiets. Ils ont pensé pour bouleverser la tranquillité en Éthiopie. Mais ils vous attaquent personnellement, votre personne même. On m'attaque personnellement. Si on m'attaque personnellement, c'est une chose que je ne donne pas une grande valeur pour cette attaque. Mais il ne serait pas préférable, sire, de répondre à ces attaques? Si nous allons répondre à cette attaque, nous allons prendre leur place. Nous ne voulons pas répondre. Nous allons répondre toujours la vérité pour se défendre. Mais est-ce que la vérité est toujours entendue, est toujours écoutée? S'ils ont écouté, ils ne pourront pas répéter la même chose qu'ils nous ont insulté déjà. Et sur le plan personnel, sire, est-ce que ces attaques vous atteignent profondément? Cette attaque, je suis habitué à cette attaque pendant que les Italiens ils ont envahi l'Éthiopie. Après qu'ils sont en Éthiopie, ils ont fait la même insulte. Majesté, avez-vous parlé du problème du Moyen-Orient? Sûrement, parce que le problème du Moyen-Orient... En avez-vous parlé avec le président Pompidou? Nous avons parlé sérieusement pour cette question. Si les Français vont rester à Djibouti, nous ne voulons pas... Est-ce que le président de la République vous a chargé d'un mot ou d'un message quelconque pour le président Nasser que vous rencontrez demain au Caire? Non, je ne crois pas qu'il est nécessaire, même si nous avons parlé, c'est autre chose. Non. Sire, existe-t-il une communauté de vue entre l'Éthiopie et la France en ce qui concerne le territoire de Djibouti? Pourquoi non? Parce que Djibouti, c'est tout près de l'Éthiopie. Et si le gouvernement français il laisse Djibouti,
même avec notre ancien traité, j'espère qu'il laisse pour l'Éthiopie. La protestation face à Haïlé Sélassié ne va plus être celle simplement de quelques membres de l'élite, mais va redescendre un peu dans le pays, va devenir plus massive avec l'apparition d'un mouvement étudiant. Suite au coup d'État est créée une université. L'échec du coup d'État de 1960 et l'échec aussi d'un ancien mode de faire de la politique en Éthiopie, c'est-à-dire on fait juste un coup d'État à l'intérieur des sphères gouvernementales. Les deux instigateurs principaux étaient d'une part un général-major de l'armée éthiopienne et de l'autre part son frère qui était diplômé d'une grande université américaine. Après, il va y avoir des coups d'État, vous voulez dire plus professionnels, plus élargis? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'après, apparaissent des étudiants qui très vite deviennent tous marxistes et les premières manifestations de protestation ont lieu en 1965. Les leaders étudiants sont arrêtés en 1970. Le chef du syndicat étudiant est assassiné en 1970 et ça n'arrêtera plus. Le peu de classe moyenne qui pouvait exister en Éthiopie là rentre en révolte contre. Et là, ça devient massif. On n'est plus simplement avec une petite couche aristocratique et un tout petit cercle fermé dans lequel le coup d'État de 1974, c'est l'anniversaire en ce mois de septembre, et mené par des soldats, des officiers de tempérament marxiste et de comportement très soviétique. Donc il disparaît en 75, après avoir été enfermé 1 an à Haïlé Sélassié, étouffé, dit-on, par un médecin militaire, en présence du dictateur successeur. Oui, on le dit, on raconte beaucoup de choses. On dit la même chose du prédécesseur d'Haïlé Sélassié aussi, Lijyasu, qui aurait été aussi assassiné. Non, mais le roi des rois est fascinant, mais c'est aussi un mythe. Il faut derrière le mythe et le maintien au pouvoir, il y a aussi les réalités de l'Éthiopie, qui est un pays qui, à partir des années 30, et surtout après le retour d'Haïlé Sélassié, sa principale motivation est d'essayer de maintenir le pouvoir et devient de moins en moins moderniste et de plus en plus conservateur. Il y a d'autre part des spoliations foncières très importantes qui ont été accomplies principalement dans le sud du pays. On parle de 5 millions d'hectares qui auraient été pris aux paysans pour être donnés à ce qu'on appelle aujourd'hui des féodaux, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à ces choses-là. Donc les paysans qui de paysans libres se trouvent transformés en fermiers, voire serfs. Plus après l'esclavage, qui ne disparaît qu'à la Révolution de 74. Cette émission de la radiodiffusion d'Addis Abeba, en langue amharique, arabe, somalie et anglaise, se livre à une critique extrêmement acerbe du régime de l'empereur Haïlé Sélassié, assurant que de jeunes Éthiopiens meurent de faim dans les rues. C'est la peur, disait il y a quelques instants encore un commentateur de la radio du nouveau gouvernement, c'est la peur qui nous a empêchés jusqu'ici de secouer le joug impérial. Nous n'avons ni liberté d'expression, ni liberté de presse. Le pouvoir était entre les mains d'un seul. Ça a été chaud, il est revenu à petites étapes du Brésil. Le palais impérial était occupé par les insurgés, la famille impériale consignée. Il a d'ailleurs été mécontent des lions, il les a mis à mort parce qu'il n'avait pas gardé le palais. Ce qui est important, c'est moi je parle de révolution pour 1974 parce qu'il s'agit non plus effectivement d'un coup d'État piloté par quelques personnes, mais d'un mouvement, alors limité bien évidemment aux villes, mais dans lequel on a énormément de gens qui se soulèvent. Parce que quand il revient, donc il y a une contestation de la part d'une partie de la résistance et puis des contestations de mouvements paysans ailleurs, et donc il va devoir légitimer son image, renforcer son image par travers tout le faste dont on a parlé, et cette geste de Haïlé Sélassié, le militant antifasciste, le combattant contre la barbarie fasciste et nazie. Néanmoins, quoi qu'il en soit, effectivement, Haïlé Sélassié, à partir d'après la Seconde Guerre mondiale, va continuer à gérer l'Éthiopie comme elle était gérée avant la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde a changé, et il va essayer de maintenir une Éthiopie éternelle, qui est assez fantasmée, mais qui va essayer de faire continuer, et on va arriver à des contradictions entre le monde réel qui continue à bouger et le faste, le rituel. C'est même un pays qui, dans les années 60, à l'heure des indépendances, s'offre comme le créateur de l'organisation de l'Union africaine, en tout cas l'hôte de sa capitale. Et en 1963, il va y avoir un second couronnement d'Haïlé Sélassié. Là, il va venir au bras de Nasser. Vous imaginez la différence de taille? Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire, entre 58 et 1962, ce sont en gros les indépendances qu'on appelle les indépendances africaines. Face à ça, il y a deux grandes tendances. Une tendance pan-africaine qui cherche, avec Nkrumah par exemple, à constituer des États-Unis
d'Afrique, et d'autres chefs de gouvernement ou d'État qui, eux, souhaitent conserver, faire une union de nations simplement. Haïlé Sélassié se situe très nettement dans ce deuxième groupe. Il profite de la légitimité que lui donne le fait de ne pas avoir été colonisé ou pratiquement pas, de la légitimité de tout ce qu'on a pu mettre en avant de l'apparat antifasciste, de la lutte antifasciste, etc., pour réussir à obtenir l'installation de l'OUA à Addis Abeba. En Afrique en 63. Donc l'OUA a été essentiellement fait pour chasser les colonisateurs qu'il y avait en Afrique et aussi organiser le rassemblement de l'Afrique et l'unité de l'Afrique.